Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Spleen et Idéal. Je suis très contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler de l'émancipation de la femme, sujet assez important pour moi. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce ne sera pas exhaustif parce que je pense que je pourrais en parler pendant des heures, tout simplement parce qu'il y a quantité de choses à dire et qui ne pourront pas être résumées en 45 minutes, 1 heure ou bien 3 heures. Mais en tout cas, j'avais envie de vous partager aujourd'hui quelques réflexions. Nous allons réfléchir à partir des réflexions de Simone de Beauvoir sur l'émancipation de la femme. Ces réflexions sont extraites du Deuxième Sexe, publié en 1949. Ces réflexions font écho aux miennes et j'ai eu envie de les partager en espérant qu'elles fassent écho aux vôtres en retour, tout simplement. Il y aura également d'autres femmes mentionnées dans cet épisode, mais il va majoritairement graviter autour de Simone de Beauvoir. Alors je vous invite, mesdames, mais aussi messieurs, à écouter ce podcast. Il n'a pas pour objectif de vous communiquer une quelconque animosité, mais au contraire, de vous partager un peu de notre histoire. Et comme l'a souligné Simone de Beauvoir, nul n'est plus arrogant à l'égard des femmes, agressif ou dédaigneux qu'un homme inquiet de sa virilité, n'est-ce pas? Et alors pour vraiment apprécier ce podcast, on va garder en tête ces mots, euh, toujours, toujours de Simone de Beauvoir. Ce qu'on a inlassablement cherché à prouver, c'est que la femme est supérieure, inférieure ou égale à l'homme. Si on veut tenter d'y voir plus clair, il faut sortir de ces ornières, il faut refuser les vagues notions de supériorité, infériorité et égalité qui ont perverti toutes les discussions et repartir à neuf. Donc dans ce tourbillon de réflexion entre plusieurs femmes, il y aura aussi les miennes. Je vais vous partager mon expérience. Un petit point sur cette autrice, qui n'est pas simplement autrice, mais bon, je vais garder l'appellation là. Simone de Beauvoir est née en 1908 dans un milieu bourgeois, comme elle le décrit bien dans Mémoire d'une jeune fille rangée, paru en 1958. Très tôt, à l'âge de 15 ans, elle a verbalisé le souhait de devenir écrivaine. C'est aussi une femme engagée dans la politique, c'est surtout ça, notamment sur les problématiques qui concernent l'émancipation des femmes, l'expansion de leurs droits et leur préservation. Elle a notamment été sollicitée par Gisèle Halimi pour le procès de Djamila Boubacha en 1960, dans le but de choquer l'opinion afin de faire entendre cette cause. Il faudra aussi qu'on s'arrête, probablement dans d'autres podcasts, sur Gisèle Halimi. De toute façon, j'avais tellement envie de m'arrêter davantage sur certaines femmes, mais ce podcast va durer une éternité. Donc je disais, oui, le procès. C'est vrai que Simone a écrit un article dans lequel elle dénonce les sévices sexuels des militaires français sur la jeune indépendantiste algérienne. Elle a également écrit le manifeste des 343. Donc il s'agit de 343 femmes connues et inconnues, dont elle-même et Gisèle Halimi signent avoir eu recours à l'avortement. Donc les procès, dont celui de Bobigny, ce manifeste et d'autres éléments importants, tels que le combat de Simone Veil, participent à ce que la loi pour l'avortement voit le jour. Mais, voilà, encore une fois, on peut pas toutes les citer, mais on pense à énormément de femmes qui se sont battues pour que ces événements voient le jour. On pense à Olympe de Gouges, qui a rédigé une déclaration des droits de la femme, à Flora Tristan, à l'institutrice Louise Michel, à la journaliste Marguerite Durand, Marguerite c'est mieux, pardon, à Marguerite Durand, qui a créé le journal La Fronde, géré à 100% par des femmes, ou bien à Hubertine Auclair, qui a sans cesse manifesté pour nos droits, à Madeleine Pelletier et Antoinette Fouque,
Monique Wittig, Josiane Chanel, qui créent le mouvement de libération de la femme en 1970, et d'autres encore. En résumé, Simone de Beauvoir, c'est une intellectuelle engagée et qui a grandement participé avec d'autres consoeurs à faire émerger des réflexions, des lois qui nous permettent aujourd'hui de vivre en ayant le droit de faire certains choix. Alors il reste encore beaucoup de travail, mais arrêtons-nous un peu, si vous le voulez bien. Dans ses réflexions, Simone de Beauvoir affirme que l'émancipation de la femme se fait par l'accès au travail. Toutefois, elle majore quand même ses propos et apporte des nuances dont nous parlerons plus tard. Moi, j'ajouterais que cette émancipation se fait aussi par l'accès à l'éducation et à la culture. Mais déjà, il faut remonter un petit peu dans le temps pour comprendre que l'accès à l'éducation, à la culture et plus encore, à une place sociale intéressante, fut très difficile pour les filles quand même. Commençons par une citation de George Sand, écrivaine qui a vécu au XIXe siècle. Le manque d'instruction des femmes est le grand crime des hommes envers les femmes. Ça c'est dit. En fait, cette citation, elle fait écho aux inégalités dans l'organisation des études. Il faut savoir que les hommes sont majoritairement, donc les hommes dont elle parle, sont majoritairement des religieux, des conservateurs, mais des peureux aussi, qui sont inquiets du changement que cela pourrait engendrer. Après tout, les femmes sont des épouses et des mères. Pourquoi auraient-elles besoin d'être instruites? Et puis quoi encore? Vont-elles aussi travailler la majorité de leur temps au détriment de leur famille? Ces religieux et ces conservateurs, en fait, ils défendent l'idée que les filles, elles doivent recevoir une éducation spécifique qui vise à les maintenir dans leur rôle d'épouse et de mère, tout simplement. Voilà. Au XVIIIe siècle, l'instruction pour les filles se fait toujours au couvent avant qu'elles soient poussées dans les bras d'un mari. Il faut attendre la Troisième République pour penser l'éducation des filles avec la création des lycées. Mais tout reste à faire. Vraiment, c'est un contexte difficile. Ces lycées rencontrent beaucoup d'opposition, même dans la première moitié du XXe siècle. Il existe des écoles mixtes en France, mais il faut attendre la loi de 1976 pour que la mixité soit établie et qu'elle devienne une règle. La loi de 1924, par exemple, elle crée l'égalité pour le bac entre les filles et les garçons. Parce que jusque-là, les filles passaient le brevet supérieur et une sorte de petit bac qui n'inclut pas toutes les matières. C'est-à-dire qu'elles n'étudient pas le latin, n'étudient pas les sciences, elles étudient la littérature et la couture, quoi. Et oui, à l'époque, on pense que les filles sont plus bêtes que les garçons et qu'elles n'auront pas accès à ces connaissances. Donc autant ne pas leur enseigner et voilà, gagner du temps, quoi. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait d'un article de journal au sujet de l'ouverture du lycée Fénelon à Paris. Attention, c'est assez cocasse. Que fera-t-on d'elles? Des collégiennes émancipées, qui, bientôt pédantes d'une science mal digérée, se rendront insupportables par leurs prétentions, tout en perdant les qualités foncières qui faisaient d'elles autrefois des jeunes filles pleines de modestie et de charme. Voilà. On retrouve encore cette conviction que l'essence première d'une femme, c'est d'être avant tout une épouse et une mère. Et comme ce n'est pas suffisant, les femmes sont exclues de la politique. Il faut attendre le droit de vote en 1944 et le premier vote en 1945 pour que les choses évoluent. Les femmes sont des citoyennes passives, c'est-à-dire qu'on leur offre la protection de leur personne, certes, mais on ne leur offre pas ce à quoi elles aspirent depuis toujours, être entendues et écoutées. Donc le droit de vote, il ne va pas tout débloquer. Le fait qu'elle n'ait pas eu le droit d'intervenir dans les affaires publiques jusqu'à peu, c'est-à-dire au siècle dernier, nous montre quand même l'importance de se faire entendre. Donc nous sommes passés d'une sphère privée, avec l'importance axée sur bien tenir sa famille, avec des rôles assignés, épouse-mère, à une sphère publique qui jusqu'alors était réservée aux hommes. Donc le droit de vote, il a quand même débloqué certaines choses. Certaines femmes ont pu s'engager un petit peu plus, ont pu s'engager tout court dans la politique. Et puis il faut savoir aussi qu'on disait à l'époque qu'une femme bien élevée ne s'occupait pas de politique. Moi j'ai envie de dire, soyons mal élevés.
Revenons à Simone de Beauvoir. Elle pense que la femme peut s'émanciper par le travail. Mais s'émanciper de quoi? S'émanciper des attentes sociétales, devenir une épouse, puis une mère, s'occuper de son foyer, de sa famille, mais aussi d'une potentielle influence des hommes pour l'assujettir. En bref, accéder aux mêmes droits que les hommes, à savoir travailler pour se payer un toit, et plus encore, décider de son avenir sans devoir le subir. Je cite l'autrice, c'est par le travail que la femme a en grande partie franchi la distance qui l'a séparée du mâle. Donc, moi je comprends comme devenir sujet, le sujet de sa vie, et non plus objet de quelqu'un. Et là encore, je cite Simone de Beauvoir, dans ses projets, elle s'affirme concrètement comme sujet, par son rapport avec le but qu'elle poursuit. Après, elle rappelle que la simple juxtaposition du droit de vote et de l'accès au travail n'est pas une parfaite libération. Le travail n'est liberté que lorsqu'il n'est pas subi et quand on reçoit les bénéfices sociaux et moraux que nous sommes censés recevoir. Mais quand même, travailler, c'est décider de sa vie. Et même, on pourrait penser, pour aller plus loin, c'est vivre pour soi d'abord. Et si quelqu'un se montre en chemin, alors tant mieux. Mais ça n'est plus l'objectif premier. Ça devient un ajout et non plus une nécessité. On sort un peu de cette pensée qu'une femme est forcément née pour engendrer la vie et pour tenir son foyer. Il y a d'autres schémas qui s'ajoutent. Donc il y a des choix qui peuvent s'opérer. Mais il n'empêche qu'il y a des lois qui font tout pour que les femmes soient tentées de rester dans le premier schéma. On pense notamment aux allocations familiales. En fait, loin d'être une aide, en réalité, elles enrôlent la femme dans un schéma qui n'est plus en adéquation avec leur temps. D'ailleurs, petite anecdote, ce n'est qu'à partir de 1965 que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte en banque sans leur mari. Ça appuie encore une fois l'importance de cette indépendance. On revient un petit peu plus haut que le travail, quand les conditions sont respectées, est source d'épanouissement. Donc, il permet en premier temps de nous libérer financièrement du joug de mari ou de pouvoir choisir de tout simplement travailler, vivre un célibataire, que ce soit un temps ou bien toute sa vie, mais en tout cas de pouvoir se financer un toit, etc. Je cite, la santé de la femme, entre parenthèses, qu'elle explique bien souvent bafouée par des contraintes externes mais qui deviennent internes, par exemple la charge mentale du partenaire, des enfants, etc., ne nuira pas à son travail quand la travailleuse aura dans la société la place qu'il lui faut. Au contraire, le travail aidera suffisamment à son équilibre physique en lui interdisant de s'en préoccuper sans cesse. Donc au-delà de ça, elle nous montre qu'on peut juxtaposer un travail et une vie de famille. Que non, le travail n'épuisera pas plus la femme. Au contraire, il lui permettra de se changer les idées, de se sentir importante aussi, de se sentir entourée de responsabilités qui peuvent aussi la porter, de pouvoir trouver du sens dans ses actions et puis de voir d'autres personnes aussi au quotidien. C'est quand même assez important. Moi, je suis en accord avec ce que Simone écrit. Enfin, je suis qui pour dire je suis en accord. Mais c'est vrai que je partage ses réflexions sur l'émancipation du travail, le travail qui nous permet d'être libre financièrement, mais aussi, d'une certaine façon, comme elle nous le dit, de trouver un épanouissement personnel dans le travail. Pour ma part, je fais plutôt partie du deuxième schéma et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir choisir la trajectoire de ma vie. Ça nous paraît tellement normal aujourd'hui, mais c'était pas du tout le cas avant. Après, le mariage, avoir des enfants, c'est pas quelque chose foncièrement d'inné pour moi. Je pense avoir envie d'avoir des enfants, mais le mariage, pas forcément. Là, je suis plutôt dans une configuration où j'accorde énormément d'importance à mon travail, à ma carrière, parce que
au-delà de m'émanciper financièrement, j'y trouve un grand épanouissement. J'accorde, oui, je relie ma valeur personnelle au travail. Je ne sais pas si c'est forcément quelque chose de bon, mais ça ne me dérange pas dans le sens où euh, mon travail me nourrit et mon travail en fait rejoint beaucoup de mes passions, beaucoup de mes hobbies. Tout gravite un peu autour de ça. Donc vous voyez, je suis pas dans un schéma où j'ai besoin d'un homme pour pouvoir vivre, j'ai besoin d'un homme pour m'occuper ou bien j'ai besoin d'un homme pour m'aimer. Parce que ça, je l'ai déjà par moi-même, par mon travail, par mes hobbies qui sont, c'est vrai, beaucoup tournés vers la culture, mais qui du coup m'éveillent aussi et me rendent peut-être plus exigeante. Ça, on en parlera plus tard. Donc tout ça, j'en ai pas besoin. Euh, par contre, si je rencontre quelqu'un, ce sera par envie et pas par besoin. Donc ce sera vraiment un choix conscient. Je vais vous expliquer en quoi l'éducation, plus particulièrement la culture, le fait de s'instruire, nous émancipe. Je ne relie pas ça au nombre d'années d'études, au diplôme. Ça, c'est autre chose pour moi. D'ailleurs, pour illustrer mon propos, mon père n'a pas fait d'études. Pourtant, c'est quelqu'un d'instruit, qui s'intéresse à plein de sujets. Pour moi, la culture, elle est très importante parce que déjà, c'est vrai que je dis ce mot assez souvent, mais elle nous nourrit. Apprendre des choses, c'est fondamental pour comprendre le monde dans lequel on vit et pour se comprendre soi, mais aussi les autres. Et puis tout simplement, c'est tellement divertissant. Et là, je cite Simone de Beauvoir, il ne suffit pas de se cultiver, c'est-à-dire d'intégrer à sa vie des spectacles, des connaissances. Il faut que la culture soit appréhendée à travers le libre mouvement d'une transcendance. Moi, je le comprends comme le fait de se cultiver pour se cultiver, il n'y a aucun intérêt. Il faut vraiment que ça vienne de soi, qu'on y trouve du sens et de l'intérêt. Je pense que la culture permet de s'éveiller parce que plus on va s'intéresser à elle, plus on va se poser des questions sur le monde, sur les autres, sur soi. Et peut-être qu'on va arrêter de faire des choix par dépit. Peut-être qu'on va faire des choix plus mesurés, plus conscients, plus exigeants, oui peut-être, mais plus en adéquation avec la personne que l'on est. Il y a tout de même, peut-être, quelques conséquences à tout ça. Simone de Beauvoir écrit en faisant bas bleu, femme de tête, elle déplaira aux hommes en général. L'expression bas bleu, elle apparaît au XIXe siècle pour désigner une femme de lettres. Et le terme a rapidement pris une connotation péjorative. En réalité, ce sont des femmes à prétention littéraire, des intellectuelles pédantes, quoi. Alors comment on le comprend ça? Plus on est éveillé, plus on fait fuir? Ou peut-être est-on tout simplement plus exigeante? On parlait de schéma tout à l'heure. Si on s'arrête sur le premier schéma, celui qui était attendu, à savoir devenir une épouse, une mère, parce que souvent c'était la ligne directrice à suivre, et puis parfois elle n'avait pas le choix. Donc se trouver un mari, avoir des enfants et être financée par son mari, donc trouver un abri financier, entre guillemets. Alors que maintenant, on a réellement le choix. C'est pas le cas pour toutes les femmes. Il reste des inégalités en France, certes, partout dans le monde. Donc cet épisode ne s'applique pas à toutes les femmes malheureusement et nos combats sont orientés vers elles maintenant. Je pense notamment, mais il n'y a pas que, hein, aux femmes afghanes par exemple, qui se battent pour pouvoir s'instruire, pour avoir accès à l'éducation, à la culture, et qui se voient interdire tout ça par des hommes. Mais si on revient en France, du moins dans les modèles occidentaux, on peut se permettre d'être exigeante, on peut se permettre d'être vraiment certaine avant de se mettre avec quelqu'un. Donc oui, peut-être que plus on est éveillé, et bien plus on va être exigeante avec notre partenaire. Parce qu'on n'a pas envie de déséquilibrer cet équilibre qu'on a mis du temps à trouver. Peut-être que ça dérange qu'une femme soit instruite, qu'elle sache ce qu'elle veut,
qu'elle connaisse ses valeurs, qu'elle ose interrompre une discussion, qu'elle se montre en désaccord si elle le ressent. Bref, une nana bien dans ses baskets, quoi. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était important de se faire entendre, puisque les femmes n'étaient pas incluses jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, dans la politique. Ben, je crois que ça, c'est à joindre à toutes les réflexions qu'on a évoquées ensemble. Le droit de se faire entendre sur ses choix professionnels. Ben, moi, je voudrais faire ces études et puis pour étudier ce métier. Là, j'ai pas envie de me mettre en ménage avec quelqu'un. J'ai envie de rester un petit peu seule, d'étudier, de penser à ma carrière. Et peut-être que je finirai par rencontrer quelqu'un. Mais c'est mon choix et il faut que vous puissiez l'entendre. C'est très important. Je crois que ça s'étend même, hein, que vous soyez une femme ou un homme, ça s'étend à vous. D'ailleurs, toutes mes réflexions s'étendent à vous, peu importe votre sexe. Mais tous ces combats-là, ils nous montrent bien que l'idée derrière tout ça, c'est de se faire entendre. Entendre et écouter. Parce qu'on peut entendre sans réellement écouter. Et puis moi, je me dis, il y a quand même des femmes qui se sont battues depuis très longtemps, et pas simplement depuis le siècle dernier ou bien 2 siècles, hein. Non, non, ça remonte à bien plus loin que ça. Donc je me dis pour ces femmes-là, et pour ces hommes aussi qui les ont aidées, parce qu'il y en a eu quand même, ben, je me dis qu'il faut les honorer. Je finirai ce podcast par une dernière réflexion de Simone de Beauvoir. C'est en s'assimilant aux hommes qu'elle s'affranchira. Ça répond un peu à la première affirmation. Il n'est pas question d'infériorité, de supériorité ou d'égalité. La femme doit être vue comme sujet par le travail, l'éducation et par continuité la culture. Elle continuera à perpétuer les combats qui ont commencé des siècles plus tôt. Pour moi, Simone de Beauvoir, c'est une inspiration par son parcours professionnel, mais aussi personnel. Elle n'a pas connu une scolarité normale, mais elle a quand même réussi à être la plus jeune prof agrégée de philosophie. Elle a peut-être des facilités, mais elle a beaucoup étudié. Elle a beaucoup travaillé ses textes, elle s'est affranchie de ses parents, de son milieu bourgeois, et elle a vécu en femme libre. J'aurais pu parler de certains hommes, hein, qui ont quand même contribué à ce combat féministe. J'aurais pu parler de Jean-Paul Sartre, parce que souvent on ne parle pas de Simone de Beauvoir sans Jean-Paul Sartre et inversement. Là, c'est vrai que c'était un choix de plutôt m'axer sur cette femme et sans l'associer à son partenaire, mais bon, partenaire de vie. Mais j'aurais pu parler de Jean-Paul Sartre qui a été un soutien incommensurable pour Simone. Vous voyez, il y aurait tellement de choses à dire et je me suis probablement éparpillée. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. D'ailleurs, c'est un reproche que mes professeurs me faisaient, ça, de pas trop avoir de méthodologie, d'un peu partir partout, d'être... vous voyez, s'il y avait un hors-sujet dans la classe, bah, par exemple, c'était souvent moi. Mais parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que oui, il faut avoir des idées organisées, d'accord, mais quand on parle d'un sujet, ça appelle souvent à un autre. N'hésitez pas à me laisser des étoiles et des commentaires, ça me permet véritablement de voir si ça plaît. Et puis en attendant qu'on se retrouve, bah, je vous souhaite une très bonne journée.